C'est que du bonheur ce matin sur Radio FR parce qu'on va recevoir beaucoup d'invités dans les studios pour parler de la langue française notamment, mais pas que. Je vais tout d'abord accueillir honneur aux dames, quand même, on va rester poli. Cristina Tatarletti, bonjour Cristina. Buongiorno. Come va? Bene, grazie. Bene, grazie. Ça me fait plaisir de vous retrouver, Cristina. Ensemble, on va parler de plurilinguisme. Et parce que c'est vrai qu'avec un canton bilingue comme le nôtre, il y a quelques questions à se poser. Est-ce qu'on est pour ou contre le plurilinguisme? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il puisse être actif au quotidien, ce plurilinguisme? On en parlera donc volontiers avec vous, Cristina. On a le plaisir aujourd'hui et le grand honneur d'accueillir Capitaine Alexandre. Bonjour, Capitaine. Bonjour. Comment allez-vous? Emalaboam Gita, traduction donc du Douala. Je vais bien, je vais même très bien. Ah, Cristina, elle adore ce genre de choses, je vous le dis. Va falloir que vous lui répétiez ce que vous avez dit pour qu'elle puisse l'apprendre. Encore une fois. Emalaboam Gita. Voilà. Bien, elle le note, parce qu'elle adore parler toutes les langues, Cristina, ça tombe bien, puisque aujourd'hui, en effet, c'est la langue, et la langue française, notamment avec vous, capitaine Alexandre, puisque vous êtes slammer, vous êtes en ce moment donc chez nous à Fribourg, et c'est avec grand plaisir. Vous avez donné des cours de slam dans le cadre de Livre-Échange, on pourra en parler un peu si vous le voulez bien. Vous faites partie d'une exposition à Fribourg qui s'appelle La poésie, ça carbure, un petit peu un hasard. On en parlera aussi tout à l'heure. Et puis ce soir, vous dédicacerez votre livre chez Payot entre 17h et 18h, Le chant des possibles. Et puis concert juste après à 20h30. Donc toujours à Livre-Échange. Alors tout d'abord, j'ai envie de savoir, capitaine Alexandre, cet amour de la poésie, cet amour de la langue française, c'est né comment chez vous? Le français est ma langue maternelle parce que ma mère était prof de français. Ok. Donc ça vient de là tout simplement. Ça vient de lectures d'auteurs francophones qui m'ont enseigné la liberté, la dignité, la quête de liberté, la quête de dignité. Et ça vient du fait que finalement le français, mais comme toutes les autres langues, finalement, m'a conduit à moi-même. Oui, vous avez appris des choses sur vous-même. C'est ça, c'est exactement. Ça. Ouais, quand on a les mots pour s'exprimer, c'est une chance aussi. Vous avez d'autres moyens, vous, d'exprimer vos pensées, vos envies, vos préoccupations? Je suis musicien aussi, je suis un peu touche à tout en art. Je suis poète, slammer et musicien, donc effectivement, je m'exprime dans plusieurs, de diverses façons, pardon. Mm-hmm. Mais la poésie est toujours au cœur de tout, en fait. Voilà. Absolument. C'est pour ça qu'on a entendu ce titre juste à l'instant. La poésie, rappelez-moi le titre. J'appelle poésie. J'appelle poésie, exactement. Vous le disiez, c'est votre maman qui vous a donné cet amour de la langue. Votre papa, lui, était aussi attiré par la poésie, par la musique, par ce genre de choses? Oui, c'était un homme de culture, mais c'était plus un mécène culturel et qui a fait beaucoup pour la culture au Cameroun. Et donc j'ai grandi dans un milieu qui était tout le temps en ébullition, en effervescence culturelle. Ma mère était prof de français de philo et elle animait par ailleurs un cercle de poésie à voix haute et un cercle de philosophie. Et mon père, lui, produisait des spectacles de théâtre, des artistes, des musiciens. Donc j'ai grandi entre deux. Et je pense que comme on ne guérit pas de son enfance, tant mieux d'un côté. Hérité de l'un et de l'autre. Tant mieux, je n'ai que ça à dire. Tant mieux, c'est une très bonne chose. On l'a dit, 15 printemps, le premier coup de foudre pour un poème alors. C'est ça. Oui, racontez-moi. Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, ma première claque poétique, ma première claque amoureuse en poésie. Pardon, j'ai un téléphone qui sonne en même temps, c'est très désagréable. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, et puis après des phrases aussi que je considère comme des vers de lumière qui me bouleversent à jamais. J'ai 15 ans et je lis un texte de René Char qui dit ceci: tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. Si l'on est ainsi, fais cortège à tes sources, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Voilà, à 15 ans, c'est bouleversant. Ça marque, et on ne se remet pas de ça non plus. Mm-hmm. Donc les coups de foudre s'enchaînent avec des auteurs, avec des vers.
Et puis, je commence à nourrir mes propres vers et mes propres rêves d'écriture aussi. Voilà. C'est comme ça qu'est né alors Capitaine Alexandre. D'où vous vient ce nom ? Capitaine Alexandre, c'est plusieurs hommages en un. J'ai perdu mon père il y a quelques années et mon père s'appelait Alexandre et Alexandre est mon deuxième prénom aussi. Et maintenant, aller sur scène avec ce pseudonyme me permet de l'emmener avec moi partout où je vais. Donc ça, c'est un premier hommage. Ensuite, c'est un hommage à René Char, dont je viens de parler, qui est un poète français et qui, pendant la Résistance, a posé la plume et a pris les armes, s'est engagé. Et son nom de guerre était Capitaine Alexandre. Et moi, j'aime à dire que Capitaine Alexandre est mon nom de paix pour partager ma poésie, partager ce que j'appelle des éclats d'humanité. Et ensuite, c'est un hommage à Nelson Mandela, qui, encore une fois, on revient à la résistance, à l'engagement. Mandela, quand il était en prison, donc pendant 27 années et 190 jours, lisait de la poésie parfois pour s'évader de ses barreaux. Et un des textes qu'il lisait se terminait par des vers magnifiques. « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». Et j'avais aussi à peu près 17 ans. Et quand j'ai lu ces vers, je me suis promis que j'essaierais, contre vents et marées, de rester toujours le capitaine de mon âme, en fait. Voilà. Donc, il y a plusieurs hommages en un. Et puis, enfin, il y a un clin d'œil à mon collectif qui s'appelle « On a slamé sur la Lune ». Quand on a commencé à slammer, donc il y a très longtemps, quand on était jeune et tout ça, on arrivait dans les salles et puis on disait au public « Bienvenue à bord d'un navire qui ne sait pas où il va ». Et j'étais le capitaine du navire. Voilà, je devais porter ça sur mes frêles épaules. Je suis sûre que vous l'avez très très bien fait. Je vous fais confiance, j'ai pas de souci avec ça. Donc vous êtes né au Cameroun, vous avez grandi au Cameroun, vous êtes venu à Paris, en France, à partir de quel âge ? À 18 ans. En fait. 18 ans. Et c'est là alors que vous avez pu encore, j'imagine, ouvrir encore plus cette poésie, faire des rencontres aussi, recréer des échanges. Oui, bien sûr. En fait, je suis parti du Cameroun pour terminer mes études ici. Donc j'avais déjà publié un premier livre à Douala, du théâtre. Et quand je suis arrivé en France, je suis arrivé, je dis souvent d'ailleurs en souriant, les poches pleines de poèmes. Et le cœur plein de rêves, puisque j'avais l'obsession, la névrose, le rêve de devenir écrivain en partant du Cameroun. Et donc, le fait d'arriver en France, cet exil, en tout cas, a été créateur aussi. Et puis, les rencontres, bien sûr, se sont enchaînées. J'ai créé mon collectif de slam, donc il y a maintenant 10 ans. Et puis, des rencontres d'auteurs, d'éditeurs, enfin voilà. Et puis après, les choses se sont faites, mais assez naturellement. Se sont enchaînées. Et comment vous êtes arrivé jusqu'à Fribourg alors ? On voyage aujourd'hui avec Capitaine Alexandre. On est sur le bateau. On est sur le bateau, on le suit. Le navire qui ne sait pas où il va et pour l'instant qui est à Fribourg et je suis très heureux d'être ici. C'est la magie des rencontres, la magie de la vie en fait. J'ai rencontré il y a quelques mois au Livre sur les quais où j'étais invité à présenter mon dernier livre. Une dame parce que dans les salons du livre, ce que j'aime, moi, c'est offrir des poèmes aux gens qui passent dans les allées, plutôt de rester assis derrière mon stand. Et une dame s'est arrêtée et on a commencé à discuter. Elle m'a acheté un livre que je lui ai dédicacé. Elle m'a parlé de son activité associative dans sa ville qui s'appelait Fribourg. Enfin voilà, on a commencé une discussion tout à fait cordiale et on a échangé nos coordonnées. Voilà, elle ne m'en a pas dit plus. Elle est repartie avec mon livre et quelques semaines après, elle m'a envoyé une très très belle lettre pour me dire ce qu'elle avait ressenti à la lecture de mon texte. Et puis elle a commencé à imaginer peut-être que dans ma tournée poétique, je fasse une halte à Fribourg dès que l'occasion. Voilà, ça s'est fait vraiment naturellement et l'association s'appelle Pont Universel. Et c'est grâce à cet asso que je suis là, grâce à Claudine Fischer qui m'a rencontré au Livre sur les quais l'année dernière en fait. Grandiose. Donc qui m'a fait le cadeau en plus de venir fêter avec moi le prix Paul Verlaine de l'Académie française que j'ai reçu pour ce livre. Pour ce livre justement, Paris, Le Chant des possibles. Il y a quelques temps, donc des gens venaient de partout et il y avait donc des gens de Fribourg aussi. Voilà, Fribourg était représenté dans la salle et je suis très heureux d'être là aussi. On en est ravis aussi. Donc je l'ai dit, vous avez donné des cours, un cours de slam à Libre-Échange durant cette semaine. C'était quand déjà ? C'était mercredi. Pas mal de succès, comme j'ai pu le comprendre. Une 50aine de personnes qui sont venues assister. Oui, il y avait une 40aine de personnes et en fait, c'était un atelier d'écriture et d'expression poétique. Et puis, les participants
justement, vous parlez de plurilinguisme et les participants reflétaient tout ça. Oui. On avait des participants qui venaient... on avait le monde entier dans la salle à Livre-Échange. Et donc, plein d'accents différents, des ailleurs, des parcours de vie qui racontaient l'ailleurs et l'ici en même temps. Et puis, ce qui était génial, c'est que c'était toutes les générations aussi. Et que tout le monde a osé produire quelque chose. Même si le français n'était pas forcément leur première langue, en fait, pour la plupart. Mais parce que c'était pas important du tout. Moi, c'est ce que je leur dis toujours quand j'anime un atelier, c'est que finalement, on est en poésie, on doit inventer sa langue. Et inventer sa langue, c'est peut-être aussi aller chercher des choses qui sont enfouies en nous, aller voir du côté des rivages de l'enfance. Et finalement, en allant voir là, peut-être qu'il y a des mots qui vont venir spontanément dans la langue maternelle. Et il ne faut pas brimer sa créativité. Il ne faut pas s'empêcher de... Et donc, c'était très, très joli, justement, d'entendre dans les textes un peu d'espagnol, un peu d'italien, du russe, du swahili, du lingala, je crois qu'on a même eu aussi. Enfin, voilà. Et donc, c'était très intéressant pour ça. Et bien entendu, le français nous liait, puisque les personnes venaient aussi pour ça, parce qu'elles essayent d'apprendre, de pratiquer. Mais finalement, elles se sont rendues compte que leur langue maternelle n'était pas une ennemie, en tout cas, pas en poésie. Au contraire, il fallait l'apprendre avec, l'emmener. Christina, on regrette de ne pas être allée à cet atelier, franchement. Oui, non, il faut qu'il retourne. Faut revenir, capitaine Alexandre, s'il vous plaît. On veut aussi, nous, pouvoir partager, pouvoir s'exprimer. Et dans la langue, alors, comme disait capitaine Alexandre, dans la langue qui nous est de cœur, finalement, celle qui nous parle vraiment. Christina, vous, quand vous pensez à des bons moments, à des choses émotionnelles, vous pensez en quelle langue? Je me suis déjà posé cette question avec vous, Christina. Oui, non, je pense vraiment encore en italien. Ouais. Encore, Ouais. Même que le français, vous le pratiquez depuis quoi 30 ans. Et puis je dirais que peut-être l'espagnol serait en deuxième position pour les choses très émotionnelles. Et le français en 3 alors? C'est plus le rationnel. C'est Descartes là qui m'a déformé. Ça doit être ça, Christina. On va parler encore volontiers du travail de capitaine Alexandre. On se retrouve juste après ça. Capitaine Alexandre, on le disait tout à l'heure, a donné un atelier d'écriture à Livre-Échange. Ce soir, entre 17h et 18h, il sera chez Payot pour signer son livre Le Chant des Possibles. Et à 20h30, concert donc à Livre-Échange même. Ce livre, alors, Le Chant des Possibles, capitaine Alexandre, parlez-moi un peu, s'il vous plaît. Tellement de choses à en dire. C'est une belle aventure humaine. C'est un projet individuel qui est devenu collectif par la force des choses, mais au lieu de par la force, je vais dire par la beauté des choses. Ouais. Puisque c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, et qui a été publié il y a 1 an et demi par La Cheminante, une maison d'édition française du Pays Basque. Et tout de suite, le livre a suscité un engouement. Je suis parti en tournée très très vite. On l'a présenté au Salon du Livre de Paris, donc il y a 1 an et demi. Et dans la foulée, je suis arrivé à Morges. Ensuite, j'ai démarré une tournée internationale pour présenter le livre au Liban, au Brésil, et puis en Afrique aussi, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Et puis j'ai lancé aussi comme ça, en plaisantant, un tour de France poétique. Et j'ai été accueilli dans plein de villes en France pour parler de mon livre. Et le pari était de partir avec juste des mots, sans musiciens, et de rencontrer des musiciens dans tous les endroits que je visitais et de créer des concerts avec eux, des spectacles. Et avec les textes donc qui se trouvent dans ce livre, Le Chant des Possibles. C'est ça. Donc de repousser le plus loin possible justement toutes les limites de la création. Et de s'adapter à chaque fois alors à un nouvel univers. Exactement. Accorder ma sensibilité à la sensibilité de gens que je ne connaissais pas avant. Donc je partais sans aucun instrument à part ma voix et donc mon livre avec lequel je fais des percus de temps en temps. Par-dessus. Et puis je rencontrais des musiciens et à chaque fois, donc on créait ce que j'appelle finalement des moments éphémères, éternels, puisque aucun concert ne ressemble à un autre. Oui. Et en même temps, tous ont ce goût d'éternité parce qu'on sait qu'on a vécu un moment, on a touché l'instant. Et ça a été hyper porteur pour moi. Et les textes du livre parlent de mes quêtes, donc de mes quêtes de beauté, de dignité, de liberté.
Et puis mon regard sur le monde aussi, moi qui suis un peu déplacé, un peu exilé, même si finalement je suis de partout et de nulle part à la fois aujourd'hui. Et donc voilà, les textes parlent de tout ça, et puis surtout de la façon dont j'envisage la poésie, qui pour moi est une profession d'espérance en fait. C'est ça. Voilà, et donc ce texte est un engagement en ce sens en fait. Absolument. Enseigner l'espérance, la partager et dire qu'à côté des ténèbres et du chaos, il peut y avoir de la lumière et c'est même pas qu'il peut, il y a de la lumière, il y a de la beauté et qu'il faut l'énoncer. Pour la rendre encore plus vivante, oui, c'est ça, hein? C'est ça. Est-ce que vous voulez bien, alors, invoquer tout ça un petit peu pour nous et nous faire un de vos jolis slams, capitaine Alexandre? Avec grand plaisir. Je suis venu au mot. Un soir d'hiver en été ou d'automne au printemps, je ne sais plus. Mais il faisait un temps de poèmes et tant de poètes chantaient le désespoir distingué des clochards célestes. Je suis venu au mot comme on vient au monde innocent, couvert de sang d'encre sur les mains, ces mains qui construisent des lendemains, qui slament pour vous, pour nous, pour tous. Je suis venu au mot comme on revient du monde des morts, la bouche médusée de silence et l'éloge d'un baiser aux lèvres. Je suis venu au mot par amour. À cause d'un poème de René Char et de la perte d'un être cher comme une mère, je suis venu au mot par amour. Depuis, je parcours le monde. Je vais par monts et par mots justement et je me hâte lentement de transmettre modestement ma part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Je me hâte lentement de faire modestement ma part du colibri de Rabi. Je suis venu au mot par amour, comme on vient au monde innocent, couvert de sang d'encre sur les mains, ces mains qui construisent des lendemains, qui slament pour vous, pour nous, pour tous. Je suis venu au mot par amour, par amour, par amour, trimballé d'utopie en utopie, noyé dans mes apories, j'ai fini par m'expulser de moi-même pour vivre debout, ne pas mourir, arc-bouté, débouté, dérouté, dégoûté de ne pas avoir osé. Depuis la sève de mes rêves illumine mon voyage et me revient à l'esprit obsédante cette doctrine de vie, mélodie bleue que je vous offre en refrain. Écrire, juste écrire, comme d'autres plantent des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chantent les possibles, comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur. Je suis venu au mot par amour. Waouh! Merci. Oula, merci capitaine Alexandre. Merci pour votre écoute. On frissonne, hein? Oh oui, et puis maintenant j'ai des idées pour Amour Fribourg. Avec les enfants, tout simple, venir au mot chaque jour. Merci Alexandre. Très beau Merci message. Merci. Et puis colibri de Rabi. Ah, ça l'a apprécié, Christina. Oh, oui, ça fait aussi la rime. Non. Et puis, je me hâte lentement. Ouais. Ah, maintenant, ça, on va l'adopter. Hein. Ah ouais. Ah, ça, maintenant, on va s'entraîner. Hein. En tant que parent, en tant que personne qui côtoyons des enfants. Parce qu'on s'encourage à ralentir, donc je me hâte lentement. Génial. De beaux messages. Merci beaucoup, capitaine Alexandre. Merci à vous. Je rappelle évidemment que vous serez ce soir entre 17h et 18h pour signer donc ce livre, Le Chant des Possibles. Ça sera donc chez Payot. Vous avez d'ailleurs reçu le prix Paul Verlaine de l'Académie française pour cet ouvrage. Et vous serez en concert à partir de 20h30 à Livre-Échange. On en est plus que ravis, très honorés de vous recevoir. Vous restez encore un petit peu avec nous? Avec plaisir. Ah, viens Christina, alors, maintenant qu'on a parlé des mots, maintenant qu'on a parlé de hâte-toi lentement, hein, c'est ça. On a beaucoup de choses évidemment à communiquer à ce sujet. On parle de langue française aujourd'hui, on parle de plurilinguisme aussi aujourd'hui avec vous Christina, puisque ben oui, forcément en Suisse, vous le savez sans doute, capitaine Alexandre, on parle 3 langues, même
4 avec le romanche. Vous avez déjà entendu parler le romanche ? Oui, et bientôt on parlera douala aussi. Oui, ça va venir. Ça va venir. Mais c'est vrai, Christina, qu'au tout départ, on voulait parler de ce plurilinguisme parce qu'il y avait une sorte de drôle de règle qui avait été énoncée dans le canton de Soleure, dans une petite commune de 3300 habitants, où on demandait finalement aux élèves de l'école primaire de ne plus parler une autre langue que le dialecte et l'allemand dans l'enceinte du bâtiment. On n'aurait plus le droit de parler l'italien, ni le romanche, ni le douala, ni le lingala, ni ce qu'on veut, quoi. En fait, on doit parler les langues du pays. C'est ça l'idée. On avait profité de ça justement pour s'encourager à respecter tout ce qu'on apprend sur le cerveau des enfants et des humains. Et donc, au contraire, si on apprend bien nos langues d'origine, on pourra mieux apprendre les langues d'accueil. Oui, ça semble logique. Donc, c'est vrai que ça, je pense qu'on doit s'encourager, d'autant plus les écoles, parce qu'autrement, on va créer des problèmes et on n'a pas besoin de ça. Mais finalement, ce qu'il y a derrière, parce qu'on ne va pas dire que c'est simplement une loi qui a été posée comme ça par des gens un petit peu obtus et fermés, peut-être que l'idée, c'est de dire, oui, mais les enfants qui sont dans l'apprentissage de plusieurs langues, finalement, ils n'en maîtrisent jamais aucune. J'essaye un petit peu de les... Vous voyez, vous me comprenez. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Christina ? Vous qui côtoyez beaucoup d'enfants qui parlent plusieurs langues, comment en général ces apprentissages se font ? Est-ce que c'est vrai ou pas qu'en apprenant plusieurs langues à la fois, on n'arrive à en maîtriser aucune ? Alors, c'est pas vrai. Parce que, surtout en bas âge, donc les enfants jouent avec les langues comme ils jouent avec un ballon, comme ils jouent avec un caillou, comme ils jouent avec le sable, comme ils jouent... Voilà. Donc, les langues en bas âge sont un jeu pour l'enfant et inconsciemment, ils les apprennent. Oui. Naturellement, il faut les écouter, ces langues. L'enfant doit être baigné dans ces langues. Donc, en même temps, c'est vrai qu'il faut une certaine organisation, surtout si ce sont des langues peu parlées ici. Ça demande quand même un entraînement. On ne doit pas arrêter de parler à l'enfant sa propre langue. Parce que c'est le temps que l'enfant est baigné dans cette langue. S'il est baigné très peu de temps, parce qu'à l'extérieur, il ne peut pas utiliser la langue qu'il parle peut-être à la maison, il faut s'encourager à parler cette langue beaucoup dans la petite enfance, parce qu'autrement, elle va être oubliée. Et c'est cette langue du cœur dont on parlait tout à l'heure avec Capitaine Alexandre aussi. Cette langue de cœur, elle est nécessaire pour entretenir évidemment les liens, etc. Mais c'est vrai que souvent, Christina, on entend des parents qui disent « Oui, mais mon enfant, il veut pas que je lui parle en espagnol. Mon enfant, il veut pas que je lui parle en italien. Il veut seulement parler en français. Ou alors, je lui parle moi en italien, mais il me répond en français. » Voilà, on est là donc pour rassurer les parents que ça, c'est normal. C'est comme l'enfant qui dit « Je veux pas manger la pomme, je ne veux pas m'habiller, je veux pas aller à l'école. » C'est normal que l'enfant le dise, c'est comme une poésie. Voilà, il peut le dire, mais c'est génial qu'il le dit. Il va pas dire « Oui, tout le temps. » On va produire des moutons après. Ce serait dommage. Capitaine Alexandre, vous nous l'avez dit, votre langue maternelle, c'est le français. Oui, mais quand je disais langue maternelle, c'est parce que comme ma mère était prof de français, pour moi, c'est ma langue maternelle. Même ma langue maternelle, donc au sens le plus... La première parlée ? C'est le douala. Douala. Voilà. Mais que je parlais très mal quand je vivais au Cameroun, parce que justement, j'étais pris dans toutes les autres langues des musiques que j'aimais, donc le jazz, et donc l'anglais, le français par rapport aux auteurs francophones que je lisais et au fait que le Cameroun est bilingue, donc francophone et anglophone. Donc je parlais très mal le douala quand je vivais au Cameroun, et c'est quand je suis parti, quand je me suis déplacé, que je me suis remis au douala pour pouvoir le transmettre aussi à mes enfants. Voilà, donc il faut pas s'inquiéter du tout quand un enfant dit non, répond en français, parce que je faisais ça avec ma grand-mère aussi, elle me parlait de douala et je répondais en français. Ce qui la faisait beaucoup sourire d'ailleurs, et jamais ça a été une source de conflit. Au contraire, c'est resté d'ailleurs une forme de complicité entre nous. Et elle me disait en douala comme ça... ouais, Amunam, la douala longola bobé, donc ça veut dire mon fils, avec ton mauvais douala, je t'aime quand même. Voilà, et donc c'est resté une forme de complicité comme ça un peu qu'on a gardé, et donc faut pas s'inquiéter du tout quand un enfant répond dans une autre langue, ou ça ne veut pas forcément dire qu'il la rejette.
Oui, intéressant ça. Intéressant que tu apportes le thème de la complicité entre adultes et enfants. Hein. On la traite souvent ici à l'antenne parce que c'est cette relation vivante. Et la langue peut être un facteur justement de transmission. Bien sûr. Et comme tu nous as raconté, tu allais chercher tes racines. Quand on est loin, c'est là qu'on a besoin surtout des racines. Et donc la langue donne ses racines. Mais ça t'a aussi permis d'apprendre, encore d'améliorer plus ton français. Bien sûr. Et surtout, plus comme je suis créateur, parfois j'écris en français mais dans une langue étrangère. Donc j'écris en français mais avec des images qui me viennent du Douala. Donc ce qui fait que ça a apporté aussi à ma création. Donc c'est un enrichissement de connaître sa langue maternelle, de la parler, de l'explorer. Ça devient un enrichissement même pour les autres langues. Absolument. Parfois quand j'écris en français, en me relisant, c'est pas de la traduction, mais je sais que les images, elles sont complètement des images qui viennent du Douala. Et dans ma poésie, donc c'est pour ça que finalement on est habité comme ça par toutes ces langues-là et qui sont aussi des cultures et qui font de nous, qui nous fondent et qui font de nous ce que nous sommes aussi. Et donc je trouve que c'est un enrichissement. D'ailleurs, c'est ce que je disais aux participants à Livre Échange, c'est que c'était un enrichissement. Comme j'ai la chance de voyager beaucoup, je reviens toujours je cueille des mots dans d'autres langues et je reviens avec ça et et j'invente une langue finalement qui est une langue créole, qui est une langue faite de toutes les images, de tous les imaginaires des pays que j'ai traversés. Et ça se retrouve après dans ma poésie et ça fait aussi quelque chose de différent et pas de plus, parce qu'il n'y a pas de plus ou de moins, mais en tout cas, ça ajoute quelque chose à ma quête de cette langue que j'ai envie d'habiter, en fait. C'est intéressant, Christina, ce que nous dit Capitaine Alexandre, en fait, parce qu'il dit, oui, finalement, de penser dans une autre langue, mais d'écrire dans une autre, et puis d'avoir des images qui correspondent à des cultures, à des choses très différentes, finalement, c'est très, très enrichissant. Et c'est, contrairement à ce que certains, peut-être, parents peuvent imaginer, à se dire, mais mon Dieu, mais mon enfant, en fait, à l'école, il va avoir beaucoup plus de problèmes s'il parle plusieurs langues. Bien au contraire, Capitaine Alexandre nous le dit, on peut développer des compétences qui sont transversales, finalement. Et c'est confirmé par les études scientifiques. C'est ça que toi, tu le racontes en poésie avec créativité, mais c'est vrai que les études sur le cerveau montrent que les connexions qui se font grâce à ces stimulations des différentes langues, mais chaque langue, tu parles d'image, chaque langue a des émotions et a une vision du monde. Et ce sont donc des portes d'entrée pour nous, pour mieux comprendre ce monde. Et donc, pour être plus intelligent, mais intelligent dans le sens large, parce que les intelligences, et dans lesquelles il y a la créativité. Et c'est ça, si on est monolangue, alors les monolangues doivent pas se sentir, mais à Fribourg, on peut pas être monolangue. Parce que de toute façon, si on a des oreilles, on entend plein de langues, par exemple. Donc, on n'est pas monolangue. Donc, de profiter que, tiens, je suis avec mon enfant, il parle français, mais j'entends quelqu'un à côté dans le bus qui parle une autre langue, et je peux essayer avec mon enfant de juste répéter ces mots. Et ça fait l'ouverture aux langues, l'ouverture au monde. Absolument. Et donc, et puis voilà, s'intéresser. Il y a des parents que, par exemple, choisissent le dimanche matin, par exemple, pour ils ont comme une langue maternelle qui n'est pas parlée souvent ici. Et par exemple, le dimanche matin, ils disent, mais ce matin-là, tous les dimanches matins, on va parler notre langue pour marquer, pour rêver ensemble, pour jouer. Certains décident un moment de la semaine, certains prennent des livres ou prennent un jouet. Ils disent, mais tiens, avec ce jouet, cette poupée-là, avec cette voiture-là, avec cette bicyclette-là, on va parler cette langue pour avoir... C'est vrai qu'il y a un besoin de stimulation, parce que pour la transmission, comme disait Alexandre, on peut s'organiser, parce que autrement c'est le contexte qui va décider pour nous. Donc on doit quand même, on peut faire un bilan, mais quelle langue parle le plus en ce moment mon enfant, et je pourrais peut-être compléter en fonction aussi, donc, de nos origines. Parce qu'alors après, il y a des exagérations de performance. J'aimerais que mon fils parle chinois, et puis il n'y a pas un chinois dans les kilomètres autour. Et alors, j'envoie mon enfant prendre des cours de chinois. Et c'est vrai, là, c'est
ça peut faire des blocages quand même. Ouais, mais ça existe, hein. Tu dis le chinois, mais tu sais, ça existe, hein. Moi, je connais des parents qui souhaiteraient, en effet, parce que ça fait bien d'apprendre plusieurs langues, de pouvoir en parler plusieurs, mais en effet, le contexte, et c'est ça, je crois, Christina, que tu essayes de mettre en avant, le contexte est très important, que ce soit lié à la famille, que ce soit lié à la maman de jour, que ce soit lié à un cadre beaucoup plus élargi. Très évidemment. Bonne idée, la maman de jour. Il y a plein de mamans de jour, les assistants parentales, qui parlent une autre langue et des fois, elles ont peur à l'utiliser. Oui. Parce qu'ici, on est dans un contexte ou francophone ou germanophone. Mais c'est là l'importance. On encourage beaucoup ces mamans de jour. Mais parlez votre langue aux enfants qui sont là aussi. Mais comme un jeu. Vous pouvez leur raconter une histoire, une poésie, une chanson. Mais ça fait du bien. Et les parents demandaient à la maman de jour d'utiliser sa propre langue. Parce que c'est tout du gagné. C'est un cadeau. C'est joli ce que vous dites parce que j'ai reçu dernièrement une femme africaine qui me parlait de son enfance, qu'elle a grandi ici, elle est de 2e génération, ses parents donc sont arrivés il y a quelques années de cela. Elle a grandi ici dans le quartier du Schönberg et elle a été chez une maman de jour qui était suisse. Et elle me disait l'importance pour elle de cette jeune femme africaine, quand elle était enfant, de toujours demander à sa maman de jour, mais raconte-moi comment c'était chez toi, chante-moi une chanson de quand tu étais petite, etc., etc. Et je trouvais ça très joli parce que c'est vrai que l'enfant, qui est aussi gardé par d'autres personnes, a aussi besoin, encore une fois, de connaître le contexte, de connaître les racines. Et c'est ça aussi qui crée cette complicité dont nous parlait tout à l'heure capitaine Alexandre. Donc, n'ayez crainte, parce que c'est vrai que parfois on entend des parents francophones, par exemple, qui disent « Ah, mais moi j'ai une maman de jour, mais elle parle pas très bien le français, j'ai peur que mon fils, il apprenne pas les mots justes, qu'après il prononce les choses fausses, etc. » J'imagine que c'est des remarques que vous avez dû entendre, Christina. Tout à fait. Alors voilà, c'est vrai que donc il faut regarder l'enfant dans sa semaine. L'enfant, il a des moments où il va parler la langue avec ses parents, et puis aussi chez la maman de jour. Mais la maman de jour peut aussi jouer avec sa propre langue. C'est joli, ça, maman de jour. Oui, ça c'est papa de jour. Papa de jour, il y en a quelques-uns, moins, mais il y en a. On reste avec, techniquement, on dit assistante parentale. Mais c'est vrai que on reste avec cette belle image de maman de jour, de papa de jour, de frère de jour, de sœur de jour, parce que voilà, c'est la cohabitation. Et cet échange, plus qu'important. Dans les études qui montrent justement par rapport au cerveau des enfants qui apprennent plusieurs langues, 2 langues ou plus à la fois, on dit aussi que les filles ont une facilité un peu plus grande pour la langue, mais bon, on sait qu'elles sont bavardes dès le départ. Les scientifiques mettent en évidence des causes biologiques, mais il y a aussi les attentes de l'entourage. Et le comportement de l'entourage qui est différent vers les 2 sexes. C'est-à-dire qu'on attend plus d'une fille qu'elle s'exprime et un garçon, en gros, qui refoule un petit peu le tout, quoi. Voilà, c'est les attentes. Des fois, ça nous aide comme entourage à réfléchir, mais je pense pour tout, parce que est-ce que je demande à ma fille plus de débarrasser la table qu'à mon fils? Normalement pas. Normalement pas, mais il y a des gènes des fois qui se trompent et puis voilà, on a plus. Viens toi. Je crois que ce qui est important, et ce sera peut-être le mot de la conclusion, si vous le voulez bien tous les deux, Christina et capitaine Alexandre, c'est que la langue, peu importe laquelle, la langue c'est un jeu. C'est un jeu, c'est quelque chose avec quoi on peut jouer, il y a du rythme, il y a des sonorités différentes, il y a des émotions différentes derrière les mots, et ne pas avoir peur finalement, je crois, d'aller à la rencontre. Alors, comme nous le disait tout à l'heure capitaine Alexandre, d'aller à la rencontre des mots. Tout à l'heure, il nous a fait un très beau slam avec ce texte « Je suis venu » aux mots, justement. Très joli. Merci à tous les deux, Christine.